Je n'oublierai jamais ce moment précis où ma fille, celle que j'avais portée, protégée, élevée seule pendant tant d'années, m'a présentée à ses amis comme la servante. Le mot, glissé avec un sourire léger, presque innocent pour ceux qui l'entendaient, avait frappé ma poitrine comme un coup de masse. J'étais restée immobile, figée dans un mélange de stupeur et de douleur, incapable de comprendre comment ma propre enfant avait pu réduire toute une existence de sacrifice, de nuits sans sommeil, de larmes silencieuses et d'amour tenace à un rôle aussi humiliant. Je sentais la pièce vibrer autour de moi, les voix s'éloigner, les rires devenir distants, comme si le monde s'était incliné d'un coup. Je restais plantée là avec un plateau dans les mains, parce qu'elle m'avait demandé de l'aider à servir, et que par habitude, par réflexe, j'avais accepté sans réfléchir, croyant naïvement rendre service, croyant être utile, croyant encore qu'entre elle et moi existait un lien inviolable. Ce qui me frappa le plus, ce n'était pas tant le mot en lui-même, mais la facilité avec laquelle il avait glissé sur ses lèvres. Comme si, finalement, elle n'avait jamais vu en moi que cela, une silhouette qui se pliait à tout, un pilier de fond sur lequel on pouvait marcher, s'appuyer, oublier même l'existence. Je regardais ma fille évoluer dans cette maison qui n'était plus la mienne depuis longtemps, me réalisant soudain que je ne connaissais plus cette jeune femme au sourire assuré, aux gestes secs, à la voix déjà saturée d'une froideur bourgeoise qu'elle n'avait pas héritée de moi. J'avais toujours cru que mes efforts lui avaient offert une vie meilleure. Je pensais que mes sacrifices l'avaient aidée à se construire loin de la pauvreté, loin de la violence de son père, loin de l'instabilité qui avait marqué nos premières années. Mais ce soir-là, je compris que tout ce que j'avais donné avait servi à l'arracher à moi, pas à la sauver. Les minutes suivantes furent un long tunnel émotionnel dont je ne me sortais pas. Je restais présente physiquement, mais intérieurement je dérivais. Je voyais des mains me tendre des verres vides, des invités me sourire sans me voir, comme si j'étais réellement ce rôle que ma fille venait de me coller. Je pensais à toutes les fois où j'avais tenu sa main, où je l'avais bercée lorsqu'elle avait peur du noir, où j'avais sacrifié mes derniers billets pour lui offrir des cahiers propres, où j'avais refusé les avances de patrons qui pensaient m'exploiter parce que j'étais seule et vulnérable. Et maintenant, là, au milieu d'un salon décoré d'objets que je n'aurais jamais pu m'offrir, je me rendais compte que ma fille avait hérité non pas de ma force, mais de la froide distance de son père, de son arrogance, de ce mépris subtil dont il enveloppait toujours ses paroles. La voir reproduire cela envers moi était comme revivre une scène que j'avais passé 20 ans à fuir. Je laissai les 30 premières minutes s'écouler sans réaction, comme une statue qu'on déplace d'un regard. Je me revis alors dans l'ancien appartement où nous vivions, ce petit espace où je faisais semblant que tout allait bien, où je murmurais la nuit des promesses à mon enfant, persuadée qu'un jour elle comprendrait la profondeur de ce que j'avais fait pour elle. Et soudain, pendant que je marchais mécaniquement entre le salon et la cuisine, je compris que ce jour ne viendrait jamais si je continuais à jouer le rôle qu'elle m'avait assigné. Une mère qui se tait. Une mère qui endure. Une mère qui se laisse écraser pour ne pas déranger. La colère, au début, n'était qu'une ombre, un frisson caché derrière la douleur. Mais plus je la voyais rire avec ses invités, plus je la regardais éviter mon regard, plus quelque chose en moi se redressait. Une partie de moi que j'avais enterrée depuis longtemps. Une part plus dure, plus froide, celle qui m'avait permis de survivre aux années de chaos après avoir fui son père, celle qui avait travaillé 2 emplois, dormi 4 heures par nuit, affronté la honte, la pauvreté, les humiliations pour qu'un jour ma fille ait un futur. Cette part-là, réveillée brutalement, murmurait que ce soir marquait le début de quelque chose d'autre. Que je n'étais plus disposée à accepter l'irrespect, même si cela venait de mon propre sang. Et pendant que j'apportais un dernier plat à la table, la tête basse mais l'esprit entièrement éveillé, j'ai compris que ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle ne serait pas violente. Elle serait lente, calculée, patiente. Une vengeance tissée avec la même précision que celle avec laquelle j'avais construit sa vie. Une vengeance qui ne détruirait pas ma fille, mais qui lui ferait comprendre ce que signifie perdre ce qu'on tient pour acquis. J'allais lui apprendre que les fondations sur lesquelles elle se tenait, celles qu'elle pensait éternelles, pouvaient se fissurer si l'on y plantait les bons silences. Ma vengeance serait une vérité implacable. Personne, pas même un enfant, ne peut humilier une mère sans en payer le prix moral. Et les 30 premières minutes passées depuis son mot cruel devinrent ainsi un seuil. De l'autre côté, il n'y avait plus la mère docile que j'avais été. Il y avait moi. La vraie. Celle qu'elle avait oubliée. Lorsque les invités furent enfin repartis, la maison retrouva son silence, un silence lourd, presque oppressant, dans lequel chaque pensée devenait plus aiguë, plus brûlante. Je restai un instant debout dans l'entrée, mes mains encore humides d'avoir lavé les derniers verres, mon dos douloureux après plusieurs heures de service involontaire. Ma fille était montée à l'étage sans un regard vers moi, comme si ma présence lui pesait,
comme si j'étais devenue une gêne dans la vie même que j'avais contribué à bâtir. Ce silence, pourtant, ne m'écrasa pas comme les autres soirs. Il me révéla quelque chose, j'étais de trop dans cet espace, mais pour la première fois, cette réalité ne m'effrayait plus. Au contraire, elle me donnait une liberté que je n'avais jamais envisagée. Une liberté dangereuse, froide, presque tranchante. Je me surpris à observer ces murs que j'avais peints moi-même il y a des années, quand la maison était encore modeste, quand chaque meuble était d'occasion, quand nous mangions parfois du riz et des haricots pendant une semaine parce que je n'avais plus un centime à gaspiller. J'avais construit ce foyer seul, pierre après pierre, en travaillant tard le soir et en pleurant d'épuisement, mais toujours en me répétant que tout cela valait la peine, parce que l'avenir de ma fille en dépendait. Et maintenant que je regardais ce salon transformé, ces décorations luxueuses qu'elle s'était offertes grâce au confort que je lui avais assuré, je réalisais que je n'étais plus que l'ombre de tout cela. Je n'étais même plus la propriétaire de cette histoire familiale, j'en étais la servante, au sens propre comme au figuré. Assise dans le canapé, je laissais mes pensées se dérouler lentement, sans m'interrompre, comme un fil que l'on tire d'un tissu déjà trop tendu. Je revoyais ma fille adolescente, ses crises, ses absences, cette façon qu'elle avait parfois de me regarder comme si j'étais responsable de chaque limite, de chaque manque. Je me rendais compte que peut-être j'avais trop donné, trop couvert, trop protégé. À force de jouer les boucliers, je l'avais empêchée de comprendre ce que vaut vraiment un être humain, ce que coûte la loyauté, ce que signifie l'effort et la gratitude. Je l'avais élevée dans le confort pour qu'elle n'ait pas à souffrir comme moi. Mais en la préservant ainsi, je lui avais enseigné qu'elle n'avait rien à perdre et que les autres étaient là pour compenser ses caprices. Cette nuit-là, la colère qui avait germé pendant la soirée se transforma en une détermination plus vaste, plus lourde. Je sentais en moi une énergie nouvelle, presque inquiétante, comme si une force ancienne que j'avais réprimée pendant trop longtemps venait de se réveiller. Je pensais à toutes les fois où j'avais ignoré les signes, sa façon de minimiser mes efforts, de me dire que je dramatisais, de ne jamais me remercier pour les sacrifices. Et je me rappelais soudain que cette maison, contrairement à ce qu'elle croyait, avait été achetée avec mon nom seul inscrit dans les documents. Je l'avais payée grâce à mes années de travail, à mes économies, à mes privations. Ma fille vivait dans un espace qu'elle considérait déjà comme entièrement sien, mais la réalité juridique me revenait en mémoire comme un éclair qui fend la nuit. Ce détail, longtemps négligé, devint la première pierre de ma vengeance. Non pas parce que je voulais la blesser, mais parce qu'elle devait comprendre qu'on ne peut pas bâtir sa vie sur l'humiliation des autres. Elle devait apprendre que tout peut s'effondrer quand on manque de respect à celui ou celle qui a été le socle de votre existence. Je restai longtemps assise, imaginant des scénarios, cherchant une façon de lui faire ressentir ce que j'avais vécu sans pour autant briser définitivement notre lien. La vengeance que j'envisageais n'était pas une destruction, mais une révélation. Je voulais qu'elle éprouve la fragilité de ce qu'elle pensait immuable. Le lendemain matin, je me levai plus tôt que d'habitude, mon esprit encore saturé de réflexion. Le soleil filtrait à travers les rideaux, éclairant le sol avec douceur, mais cette lumière ne parvenait pas à apaiser le tumulte de mes pensées. Je me mis à ranger mes affaires sans bruit, triant des boîtes que j'avais gardées depuis des années, des albums photos, des lettres anciennes, des reçus, des documents que j'avais conservés par habitude, sans jamais les utiliser. Plus je rassemblais ces fragments de ma vie, plus je réalisais que je m'étais effacée au point de disparaître. Je n'avais plus rien qui m'appartenait réellement, en dehors de ces papiers officiels qui me rappelaient que, malgré tout, j'avais toujours été le pilier matériel de cette famille. Je pris la décision de partir quelques jours. Pas pour m'enfuir, mais pour lui faire ressentir le vide que j'avais comblé toutes ces années. Parce que même si elle prétendait ne rien me devoir, elle dépendait de ma présence. Je gérais tout dans cette maison, les factures, le linge, les courses, le ménage, les imprévus. Elle vivait dans un confort silencieux que je maintenais dans l'ombre. Disparaître, ne serait-ce que temporairement, serait la première étape. Elle découvrirait l'ampleur de mon rôle. Elle sentirait, pour la première fois, ce que signifie l'absence d'une mère. Avant de partir, je laissai sur la table un simple mot, sans reproche, sans explication. Un mot qui disait uniquement que j'avais besoin de temps. C'était la vérité, mais c'était aussi une lame à double tranchant. En lisant ces quelques mots, elle ne comprendrait peut-être pas tout de suite. Elle se sentirait irritée d'abord, peut-être même soulagée de ne pas m'avoir dans les pattes. Mais au fil des jours, la réalité commencerait à l'effleurer. Elle découvrirait la lourdeur des tâches, l'accumulation des responsabilités, la solitude du foyer vide. Et seulement alors, mon absence deviendrait une présence qui la hante. Je fermai la porte derrière moi sans bruit. Je ne pris qu'une valise légère.
en descendant la rue, je sentis l'air frais sur mon visage comme une renaissance. C'était la première fois depuis des années que je n'avais aucun poids sur les épaules, aucun rôle à jouer, aucune obligation immédiate. Je marchais comme une femme libre, mais avec la conscience aiguë qu'un fil invisible me reliait toujours à ma fille. Un fil que je contrôlais à présent, non plus par peur, mais par volonté. Je passais la journée à marcher dans la ville, à respirer, à observer les gens autour de moi. Je me rendis compte que je n'avais plus vécu pour moi depuis si longtemps que je ne savais plus ce qui me plaisait réellement. J'entrai dans un café et pris un thé que je savourais lentement, comme un luxe inattendu. Je me regardais dans le reflet de la vitre, et pour la première fois, je ne vis pas une femme fatiguée. Je vis une femme en transformation. Les heures passaient, mais je n'avais pas besoin de rentrer. Le soir venu, je louai une petite chambre dans une pension modeste. Le lit était simple, les murs nus, mais je m'y sentis mieux que dans la chambre de ma propre maison. Je dormis profondément, sans rêve, comme si un poids immense avait glissé hors de moi. Pendant ce temps, j'imaginais ma fille rentrer chez elle, ne trouvant pas mon pas dans le couloir, ne sentant pas l'odeur du repas que je préparais chaque soir, ne voyant pas les tâches accomplies par magie. Je l'imaginais chercher des réponses dans le mot que j'avais laissé, tentant de comprendre, peut-être même de minimiser mon geste. Mais au fond, déjà, un premier grain de doute devait germer en elle. Un doute sur sa propre attitude, sur le rôle qu'elle m'avait imposé, sur ce qu'elle avait dit devant ses amis. Cette nuit-là, dans ma petite chambre inconnue, je sentais ma vengeance se mettre en place. Douce, silencieuse, méthodique. Et ce n'était que le début. Les premiers jours loin de la maison furent étrangement paisibles, comme si mon corps et mon esprit s'autorisaient enfin à respirer sans être en état d'alerte permanent. Je marchais beaucoup, je mangeais peu, mais je sentais mes pensées se clarifier. Chaque matin, je m'éveillais dans cette petite chambre anonyme avec une sensation déroutante. Je ne devais rien à personne, je n'avais aucune obligation, aucun regard sur moi, aucune demande implicite à combler. Je me découvrais une existence que je n'aurais jamais pensé pouvoir vivre. Simple, silencieuse, presque nue. Mais derrière cette tranquillité nouvelle, une tension sourde persistait. Je savais que ma fille, à cet instant, vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, le manque de moi. C'est au bout du 4e jour que les premiers signes de son trouble me parvinrent, indirectement, par les traces qu'elle laissait dans la maison. Je revenais en secret, sans entrer, seulement pour observer la façade, pour voir si les lumières étaient allumées, si des rideaux avaient bougé, si quelque chose, ne serait-ce qu'un détail minime, trahissait le désordre intérieur qui l'habitait. Et en regardant la fenêtre de sa chambre, où la lumière restait allumée tard dans la nuit, je compris qu'elle ne maîtrisait plus l'équilibre qu'elle croyait posséder. Sans ma présence silencieuse, tout ce qu'elle prenait pour acquis menaçait de s'écrouler. Je restai encore 3 jours de plus loin d'elle, me laissant le temps de respirer, mais aussi de la laisser s'enfoncer dans ce qu'elle devait affronter, l'absence de soutien, l'absence d'organisation, l'absence de ce socle invisible que j'avais toujours incarné. Je savais que ma disparition temporaire n'était pas une punition, mais une leçon. Elle devait sentir la valeur de ce que j'étais, de ce que j'avais fait, de ce que j'avais représenté. Et ce n'est que lorsqu'elle aurait atteint le point où la fierté et l'arrogance s'effritent que je pourrais revenir et lui montrer la vérité. Lorsque je me sentis prête à revenir, ce fut sans hâte, sans peur, sans la moindre hésitation. Le matin où je repris ma valise, j'eus la sensation de rentrer non pas chez moi, mais vers une vérité que j'avais laissée volontairement éclater en silence. Je marchais longtemps dans les rues, observant les maisons alignées, les passants qui se pressaient, les voitures qui traversaient les carrefours comme si chaque seconde comptait. Je me dis que, contrairement à eux, j'avais cessé de courir derrière quelque chose. Je n'avais plus cette urgence de prouver ma valeur, plus ce besoin de me battre contre l'invisibilité. J'étais à présent consciente de ma force. Et c'était précisément cette force qui allait faire trembler les fondations de ma fille. Lorsque j'ouvris la porte de la maison, un souffle glacé me frappa. Non pas à cause de la température, mais parce que l'air portait la marque du désordre et de l'absence. La cuisine n'était plus ordonnée, des vêtements traînaient dans le salon, les poubelles débordaient. La maison entière portait l'empreinte d'un chaos qu'elle n'avait jamais appris à gérer. Je posai ma valise dans l'entrée et regardai autour de moi, consciente que ce que je voyais reflétait précisément ce que ma vengeance silencieuse avait voulu révéler. La maison ne vivait que parce que j'y vivais, parce que j'y mettais mon énergie, mon temps, ma présence. Sans moi, ce n'était qu'un espace vide, un décor qui se fissurait. Je montai les escaliers lentement, chaque marche résonnant dans mon corps comme un rappel de tout ce que j'avais enduré. Et lorsque j'atteignis le palier, je l'aperçus enfin. Ma fille,
assise sur son lit défait, les épaules affaissées, les yeux cernés. Sa posture disait tout. Elle n'avait pas dormi correctement depuis des jours. Elle avait essayé de maintenir l'ordre, de garder le contrôle, mais quelque chose en elle avait cédé. Et en la voyant ainsi, vulnérable, fragilisée, j'eus un léger pincement au cœur. Pas de compassion immédiate, pas de tristesse, mais une forme de reconnaissance. Elle était enfin descendue de cette hauteur où elle s'était placée, enfin confrontée à sa propre humanité. Je restai debout un moment, simplement à l'observer. Et ce fut là, dans ce silence lourd et presque sacré, que je compris que la dernière étape de ma vengeance n'était pas de la punir davantage. Ma vengeance, la véritable, n'était pas de lui faire souffrir son manque, mais de lui faire face à moi, à ce que j'étais devenue pendant mon absence. Elle devait voir la femme que j'avais retrouvée, celle qu'elle avait tenté d'effacer en me réduisant à un rôle humiliant. Elle devait sentir la distance qui s'était installée, cette distance que j'avais longtemps refusée mais que j'acceptais désormais comme une évidence nécessaire. Je m'assis enfin sur le bord de son lit, sans un mot, laissant le poids de mon silence faire son œuvre. Et dans ce silence, je lui laissai percevoir la transformation. Je n'étais plus celle qui accourait au moindre signe, qui se pliait à toutes ses attentes, qui supportait tous ses excès. Je n'étais plus la mère servante, celle qui disparaissait derrière les besoins des autres. J'étais une femme entière, une femme qui avait repris sa place, qui avait retrouvé son nom, son identité, sa valeur. Je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Mon retour, ma posture, mon calme suffisaient à faire trembler ce qu'elle croyait encore maîtriser. Point les minutes passaient, longues, lourdes, et je sentais dans l'air la naissance d'une prise de conscience. Ma fille, face à moi, ressentait ce qu'elle n'avait jamais ressenti, la peur de me perdre réellement. Pas la peur de ne plus avoir quelqu'un pour s'occuper de la maison, mais la peur de perdre ce lien que même l'arrogance la plus solide ne pouvait masquer. Elle comprenait enfin que l'amour maternel n'est pas une servitude, et que l'abuser est un acte qui a des conséquences profondes et parfois irréversibles. Je restai là longtemps, simplement présente, imposant ma nouvelle existence dans l'espace qu'elle avait voulu me retirer. Et plus le temps s'écoulait, plus je sentais que ma vengeance atteignait son apogée. Pas dans la destruction, mais dans la vérité imposée. Pas dans la douleur, mais dans la lumière froide de la réalité. Ce fut dans cet instant suspendu que je compris que je n'avais plus besoin de me battre pour être vue. J'avais fait ce que je devais faire. Ma fille avait franchi le point de rupture, celui qui force un être humain à se regarder enfin sans masque, sans excuse, sans illusion. Je descendis ensuite au rez-de-chaussée et allai m'asseoir dans le canapé, exactement à l'endroit où j'avais décidé de prendre ma revanche quelques jours plus tôt. Je laissai mes pensées se poser, lentes, profondes, apaisées. Je réalisai que je n'avais plus besoin d'elle pour exister, ni besoin de son approbation. J'étais libre, et ma liberté n'était plus négociable. Et c'est là, dans ce calme presque irréel, que je compris la vérité finale, ma vengeance avait fonctionné. Non pas parce qu'elle souffrait, mais parce qu'elle avait changé. Parce qu'elle avait compris. Parce qu'elle ne pourrait plus jamais me voir comme la servante. J'étais redevenue sa mère. Pas celle qu'elle connaissait. Celle qu'elle avait enfin appris à respecter.